Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Un mini-sommet à 3 à Strasbourg, mais sans avancée concrète pour stopper la crise dans la zone euro. Paris, Berlin et Rome se disent déterminés à tout faire pour garantir la pérennité de la zone euro. Le Sénat baisse à son tour son budget de 3%. Jean-Pierre Bel présente son plan d'économie. Les voyages d'études des élus au-delà des mers, dit-il, seront restreints. Eva Joly, candidate désormais sous surveillance, compare le nucléaire à la ligne Maginot et au Minitel. Enquête du 19h sur le coût de la sortie comme du maintien du nucléaire. Question étudiée aujourd'hui par l'Office parlementaire des choix technologiques. Et puis notez-le, 4 sénateurs seront sur le plateau tout à l'heure pour commenter la première conférence de presse du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, et débattre également du droit de vote des étrangers. Catherine Morin-Desailly, Esther Benbassa, Jean Bizet et Jean-Marc Todeschini. Les bourses européennes sont passées dans le rouge aujourd'hui, déçues par l'absence d'avancées concrètes en faveur de l'euro. L'épineuse question d'une intervention plus vigoureuse de la Banque centrale européenne n'a pas été tranchée en effet entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui avait invité l'Italien Mario Monti à participer donc à ce mini-sommet de Strasbourg. Bérangère Dinglat. Habitué depuis des mois à se côtoyer en tête-à-tête, le couple Mercosi accueillait aujourd'hui un troisième homme, Mario Monti. Une invitation en forme de parrainage pour le nouveau chef de gouvernement italien. Mais c'est bien entre la France et l'Allemagne que s'est joué le duel. Et l'Allemagne semble avoir remporté cette partie. Nicolas Sarkozy a affiché sa priorité, sauver la monnaie unique, quitte à abandonner de la souveraineté. Pour renforcer la discipline budgétaire des pays en crise, l'Allemagne réclamait depuis plusieurs jours une modification des traités européens. Un processus entériné aujourd'hui par le chef de l'État. La France et l'Allemagne, dans les jours qui viennent, feraient des propositions de modification, des propositions communes de modification des traités pour améliorer la gouvernance de la zone euro. Si la France a cédé sur ce point, l'Allemagne, elle, n'a fait de son côté aucune concession. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour que la Banque centrale européenne rachète toute la dette des pays les plus fragiles par l'intermédiaire d'eurobonds, la possibilité en a une fois de plus été écartée. Tout en insistant sur l'indépendance de la BCE, la chancelière Merkel a réitéré son hostilité aux eurobonds. Si nous faisons des pas en direction d'une union fiscale, à savoir qu'il y ait des possibilités de recours par rapport au pacte de stabilité et de croissance, cela peut être une étape, mais ce n'est pas un préalable pour que je change ma position que j'ai expliquée hier devant le Bundestag. De son côté, en bon élève, Mario Monti a confirmé son engagement à ramener son pays à l'équilibre dès 2013. Ses homologues français et allemands sont invités à venir vérifier à Rome les efforts entrepris. Et Nicolas Sarkozy, on l'a appris aujourd'hui, prononcera jeudi prochain un discours sur la crise économique à Toulon, ville où il avait déjà évoqué la crise de 2008. 2 géologues français ont été enlevés dans le nord du Mali, une action qui porte la marque d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui retient déjà 4 autres Français dans la région. Alors que sa campagne connaît des ratés, François Hollande s'est offert un bain de foule et de hurrah aujourd'hui à Bordeaux, la ville d'Alain Juppé. C'est encourageant, a-t-il reconnu devant la foule d'acheteurs de son livre sur le rêve français. Un premier sondage Opinionway qui prend en compte le duel Sarkozy-Hollande et qui sera publié demain dans le Figaro. Au premier tour, 30% pour le candidat socialiste, 26% pour le président sortant. Marine Le Pen obtient 18% des voix. Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou 7 et Eva Joly 5%. Et au second tour, François Hollande est donné gagnant avec le score de 58%. Le sénateur socialiste Gaëtan Gors parle de cacophonie aujourd'hui au Parti socialiste et il suggère sur le site publicsénat.fr de réunir avant Noël le Conseil national du Parti socialiste, le Parlement du parti, pour débattre de la pertinence de l'accord conclu avec les Verts. Eva Joly, elle, est repartie en campagne aujourd'hui, après 2 jours de confusion et de tension avec le Parti socialiste et également ses amis d'Europe Écologie Les Verts. La candidate s'est rendue en Bourgogne, on le voit, où elle a marqué son opposition au nucléaire.
Nous avons besoin des ingénieurs, des électriciens, des câbleurs, de toutes les personnes qualifiées qui connaissent les centrales pour les démonter. Et avec les départs naturels, je peux dire, je prends même l'engagement, il n'y aurait pas de licenciement sec dans le secteur nucléaire. S'accrocher aujourd'hui à un secteur nucléaire dont plus personne n'en veut dans le monde, c'est comme s'accrocher à la ligne Maginot ou au Minitel. Le coût de la sortie partielle ou totale du nucléaire alimente la polémique politique. Des chiffres faramineux sont avancés jusqu'à plusieurs centaines de milliards d'euros. Mais rester dans le nucléaire aurait aussi, dit-on, un coût. Nathalie Guillouard. Sortir du nucléaire, mais à quel prix? Personne ne sait vraiment. Bernard Bigot du commissariat à l'énergie atomique estime le coût à 750 milliards d'euros, alors que l'Institut Montaigne abaisse ce chiffre à 250 milliards d'euros. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Jean-Marie Bockel, élu de la région de la centrale de Fessenheim, sortir du nucléaire n'est pas imaginable. Pour moi, c'est une folie du point de vue énergétique, c'est une folie du point de vue industriel et évidemment, je milite pour qu'on ne le fasse pas et je ne suis pas un fou furieux du nucléaire. Tirer un trait sur le nucléaire entraînerait une hausse de la facture d'énergie pour les ménages, mais là aussi difficile de chiffrer. L'Union française de l'électricité, qui regroupe des industriels du secteur, avance une augmentation de 50% des prix. Du coup, on estime à gauche comme à droite qu'investir dans l'énergie renouvelable, comme l'éolien, éviterait une hausse des prix. La moins chère d'entre elles est de l'ordre, est à peu près à 80 € du mégawattheure, c'est l'éolien à terre, alors que nous payons sur nos factures actuellement pour la production d'électricité en moyenne 50-60. Donc c'est plus cher, effectivement, mais c'est pas très loin et on peut attendre à l'avenir, encore une fois, des gains industriels. Sortir du nucléaire a un coût, mais y rester aussi. Renouveler le parc nucléaire français pourrait coûter aussi cher que d'en sortir. Là aussi, le consommateur verra la différence en payant sa facture. Pour bien marquer son choix, le chef de l'État se rendra demain à la centrale du Tricastin, dans la Drôme. Nicolas Sarkozy se fait très insistant sur les points de désaccord avec la gauche, le nucléaire, le droit de vote des étrangers aux élections locales, proposition hasardeuse, estime-t-il, à quelques jours de sa relance par le Sénat de gauche. Nicolas Sarkozy était pourtant favorable à cette mesure il y a quelques années, mais la perspective de 2012 le fait changer d'avis. Elisa Bertolomé. Après les fraudes sociales, Nicolas Sarkozy s'attaque au droit de vote des étrangers. En renonçant à cette mesure qu'il avait précédemment défendue, le président de la République veut cliver. À l'Élysée, le mot d'ordre est sur toutes les lèvres. Il faut se démarquer de la gauche. Une posture électoraliste que condamne l'opposition. Je pense que c'est un facteur d'intégration, c'est ce que disait Nicolas Sarkozy il y a 6 ans. Aujourd'hui, le candidat Sarkozy, c'est pas le président là, c'est le candidat Sarkozy, pour des raisons bassement électorales, est opposé à cette mesure. La raison, c'est l'électorat du Front National. Un récent sondage montre que 35% des électeurs frontistes se reporteraient sur Nicolas Sarkozy. Pour l'UMP, l'objectif est clair, il faut atteindre 75%. Grande opposante au droit de vote des étrangers, la droite populaire se réjouit de la prise de position du président. C'est une idée absurde, c'est une idée qui est contraire à l'intérêt national et le président de la République a bien fait de rappeler qu'il y était hostile. La proposition de loi sera examinée le 8 décembre prochain au Sénat. Elle devrait à coup sûr être rejetée ensuite par l'Assemblée nationale. Au nom de la décence qu'exige la période actuelle, le président du Sénat impose un plan d'économie à l'instar de l'Assemblée nationale. Le Sénat verra donc son budget réduit de 3%. Sur quoi vont porter les économies annoncées aujourd'hui par Jean-Pierre Bel lors d'une conférence de presse? Alexandra Colino. Ce sont des histoires de chiffres qui ne passionnent pas le nouveau président du Sénat. Je suis arrivé ici en tant que responsable politique. Je ne suis pas arrivé ici pour être le superintendant du Sénat qui doit se préoccuper de la cave, du grenier, se demander s'il ne faut pas repeindre la façade. Ce n'est pas tout de même l'essentiel de mes préoccupations. Pas l'essentiel, mais l'une des premières annonces depuis son élection. Le budget du Sénat de près de 330 millions d'euros sera réduit de 3%. Concrètement, les frais de déplacement des sénateurs, notamment dans le cadre de groupes d'amitié, seront diminués de 20%. Certains travaux seront gelés. Du côté des dépenses, outre la création du nouveau groupe parlementaire des Verts, il faudra financer une nouvelle commission permanente sur le développement durable. Chiffrée à 280 000 € par Jean-Pierre Bel,
Elle fait grincer les dents de la nouvelle opposition. À mon avis, c'est des dépenses inutiles, surtout d'opportunités, pour donner des postes à certains qui en réclament. Jean-Pierre Bel veut aussi un Sénat transparent. Le budget sera désormais débattu en séance plénière. L'ordonnance de 1958 ne permet pas une telle disposition, mais qu'importe les modalités. Je sais que constitutionnellement, en effet, il faut revoir cette ordonnance. De quelle manière faut-il s'y prendre? Je consulterai ceux qui ont une science beaucoup plus infuse que la mienne. Dernier point évoqué ce matin, la réserve parlementaire. Le président du Sénat a estimé qu'elle devait être répartie à la proportionnelle des groupes, même s'il s'en débarrasserait volontiers. 2 groupes de travail sont chargés d'étudier ces questions de dépenses et de transparence. Le premier bilan sera rendu à la fin de l'année. Lors de la clôture du Congrès des maires de France, Jean-Pierre Bel a annoncé tout à l'heure des états généraux des élus locaux qui se tiendront au Sénat, dit-il, avant les vacances de février, leur conclusion étant destinée aux candidats à la présidentielle. L'UMP Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier dans le Jura, a été réélu aujourd'hui pour 3 ans à la tête de l'Association des maires de France. Nos invités, je vous les ai présentés tout à l'heure. Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Europe Écologie Les Verts. À vos côtés, Jean-Marc Todeschini, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste, questeur, et vous allez jouer un rôle dans les réformes annoncées aujourd'hui par le président du Sénat. Avec nous également Jean Bizet, sénateur UMP, et Catherine Morin-Desailly, sénatrice centriste. Bonsoir à tous. Une dotation de l'État donc réduite de 3%. Est-ce que vous adhérez les uns et les autres à ce plan d'économie présenté par Jean-Pierre Bel, Esther Benbassa? Vous qui venez de découvrir le Sénat et son fonctionnement. Oui, mais enfin, ce n'est pas à moi de décider des restrictions. En tout cas, si toute la nation se met aux économies, il n'y a pas de raison pour que le Sénat ne s'y mette pas. Jean Bizet. Rien d'extraordinaire. Ça avait déjà été, je dirais, orchestré du temps du président Larcher. Qui avait gelé, lui, hein, la dotation. Là, on réduit. On réduit. Par contre, ce qui me chiffonne et qui m'indispose, c'est l'annonce qu'il y aura plus de transparence. Il y a là quelque chose d'un petit peu choquant, parce qu'il ne m'a pas semblé, sous la présidence de Gérard Larcher, qu'il y avait quelque chose de non transparent. Alors, répondez tout de suite, Monsieur Todeschini, puisque je le rappelle, vous êtes également questeur du Sénat et vous êtes en charge d'un groupe de travail sur les revenus justement des sénateurs. Est-ce que c'est là que la transparence ferait défaut? Je ne crois pas qu'il ait parlé de transparence, le président. Le président a fait des annonces. On a bien vu, vous disiez que le budget sous Larcher était maintenu. Non, il était en hausse de 1,8%. D'accord? Celui de l'Assemblée nationale était à 0. L'Assemblée nationale a pris la décision immédiatement, dès l'élection d'un président de gauche au Sénat, de baisser son budget. Vous avez bien compris, il se passe des choses au mois de mai. On a connu le débat dans les collectivités territoriales socialistes. Donc il est clair que ce que fait Jean-Pierre Bel, et il n'a pas travaillé tout seul, on est une équipe. Ce qu'il nous propose de baisser le budget de 3%, on ne peut qu'y adhérer. Tout le monde fait des efforts. Il n'y a pas de raison que le Sénat ne fasse pas d'efforts. Et en plus, on a décidé d'arrêter certains travaux qui étaient somptueux. Par exemple? Par exemple, les logements des questeurs. D'accord. Et sinon, sur quoi vont porter les économies qui étaient signées au mois de juillet. Hein. Oui, oui. Sur quoi vont porter essentiellement les économies? On parle notamment des voyages à l'étranger, au-delà des mers, comme le dit le président du Sénat dans une interview au Monde ce soir, des sénateurs appartenant au groupe d'études. Mais écoutez, je crois qu'il a été très clair ce matin lors de sa conférence de presse, c'était la première. Il a parlé des groupes d'amitié, il a souligné l'importance des groupes d'amitié, mais aussi peut-être, je dirais, une certaine moralisation. Et je n'utiliserai pas le mot transparence, mon collègue n'aime pas le mot, je l'aime pas non plus. Ça va plus loin, moralisation, que transparence. Oui, mais je pense moralisation, c'est qu'on est au Sénat, on est là aussi pour travailler, et on a certainement eu quelques dérives sur des sénateurs qui pouvaient être en permanence en voyage. Je crois qu'il s'agit au niveau des groupes de se mettre d'accord et puis de trouver des règles, mais ce travail parlementaire, cette diplomatie parlementaire dans les autres pays est nécessaire. Jean Bizet veut réagir et madame, je vous donne la parole juste après. Cette diminution des crédits sur les voyages ne me choque pas du tout, parce que, à mon avis, chacun pouvait, je dirais, voyager en fonction de ses projets ou de son appartenance à des groupes d'amitié, quelle que soit la sensibilité des sénateurs, si vous voulez. Bon, sur ce plan-là, bon, là encore, je le dis, qu'il y ait une diminution de la dotation ne me choque pas. C'est le mot transparence et puis une certaine posture et un certain affichage qui me chiffonne. D'accord. Voilà. Alors, Catherine Morin-Desailly, j'ai noté qu'un centriste, Jean-Léonce Dupont, était chargé, lui, d'un groupe de travail sur les conflits d'intérêts. Qu'est-ce que
vous répondez donc aux propositions du président du Sénat aujourd'hui, sachant que je crois que les centristes tiquent sur la création d'une nouvelle commission? Oui, parce que il faut, dans des temps de rigueur budgétaire, mesurer l'impact de ces décisions. Une nouvelle commission, c'est grosso modo un fonctionnement d'1 million d'euros supplémentaires. Il faut s'interroger aussi sur l'opportunité de créer des nouvelles commissions. Par exemple, cette délégation qui va être chargée du suivi de l'application des lois. À vrai dire, c'est le rôle de chaque commission. Voilà, aux commissions. C'est le rôle de chaque commission d'effectuer ce travail. Donc, charge aux sénateurs de le faire. Et ça fait partie de leur mission au sein de leur propre commission déjà. Donc pour moi c'est un peu superflu. Et puis diviser aussi la commission économie, développement durable en 2 commissions, c'est une vraie question aujourd'hui à l'heure où on doit relancer aussi notre compétitivité. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le terme développement durable, il y a bien le terme développement, donc dynamique, croissance, ça relève de l'économie, ça doit se conjuguer avec des impératifs environnementaux. Donc scinder aussi les 2 commissions peut présenter un certain risque dans la façon dont on va appréhender les projets. Pour revenir sur les voyages, je préférais parler de déplacement. Il y a bien sûr, parce que au sein de nos commissions ou des groupes d'amitié, nous avons aussi besoin parfois de nous rendre sur place pour effectuer des études, des missions d'information et de contrôle. Ça, c'est aussi le rôle du Parlement. Et la façon dont on évoque la question dans le début de journal, voyage, c'est-à-dire de dire qu'on part se dorer la pilule à l'étranger, ce qui n'a rien à voir et qui participe après d'un certain anti-parlementarisme. Moi, j'ai fait des voyages avec Jean-Marie Todeschini. On est allé dans des voyages d'études extrêmement denses, dont on est revenu enrichi, qui nous ont permis de mieux légiférer par la suite. Je suis d'accord avec le mot. Moi, je voudrais tout simplement dire, la commission qui a été créée par le bureau du Sénat. C'est une commission sénatoriale, ce n'est pas une commission qui doit être soumise au vote de l'Assemblée. Elle a été adoptée à l'unanimité, la décision du bureau, y compris des centristes. Moi, je voudrais dire que si ça coûte de l'argent, qu'est-ce qui coûte de l'argent? Créer une commission et permettre plus facilement le travail parlementaire, ou avoir créé 2 vice-présidents de confort il y a 3 ans, parce que les centristes n'auraient pas eu de vice-présidence et d'autres groupes aussi. Est-ce que c'était du confort que de créer des vice-présidents délégués dans les groupes, notamment le groupe UMP, au moment de la constitution du groupe UMP, parce qu'on prenait des centristes, on prenait des gens d'autres partis, et qui se retrouvaient sans voiture, sans chauffeur et sans moyens. Et créer un groupe parlementaire à partir de 10 membres, est-ce que ça coûte cher? Esther Benbassa va appartenir au groupe. Ça sera à coût constant. Ça sera à coût constant. La création d'un groupe pour les Verts notamment. C'est un peu pour vous que cette mesure a été arrêtée. Pas pour moi, mais pour mon groupe. Pour que l'écologie soit représentée. Jean Bizet. Oui, Esther Benbassa. Je voulais intervenir à propos de la réserve parlementaire concernant les associations. Là, 58 millions d'euros. Voilà, si on restreint, c'est pas pour les associations, c'est pour financer des projets locaux, hein? Oui, des projets, mais des associations sont totalement exclues. Non, les associations en sont exclues. Ça fait partie jusqu'à maintenant. Alors allez-y, Esther Benbassa. Voilà. Leur exclusion vraiment me chiffonne parce que je suis une universitaire, mais je viens du monde associatif aussi, et je sais qu'en ce moment, les associations sont en très mauvaise posture, et cette aide qui était tout à fait transparente les aidait et pourrait continuer à les aider dans l'avenir. Jean Bizet, vous répondez sur ce point? Deux réponses, parce que je voudrais rebondir également sur la création d'une commission supplémentaire en matière de développement durable. Mais pour revenir sur la réserve parlementaire, la grande différence jusqu'à maintenant entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est que l'Assemblée nationale pouvait subventionner des associations, alors que le Sénat ne subventionnait que des collectivités locales. Bon, et moi j'espère et je souhaiterais que l'on reste, si vous voulez, dans cette architecture. Deuxièmement, pour revenir sur la création d'une commission plutôt dédiée au développement durable, nous avions eu cette réflexion au moment de la présence de Gérard Larcher avec Jean-Paul et Maureen, et nous en avions conclu que de toute façon nous ne pouvions pas séparer, si vous voulez, la commission économie et développement durable, parce que il y allait, je dirais, avoir des conflits. Parce que quand on fait de l'économie, on est forcément maintenant dans la posture, si vous voulez, du développement durable. Donc je pense que là aussi, c'est pour satisfaire quelques amis, si vous voulez. Et je pense que même si le questeur dit que ce sera un budget constant, moi je demande sur le groupe là. Oui, sur le groupe. Ouais. Mais moi je suis plutôt inquiet sur cette démarche, parce que je ne pense pas que ce soit concrètement porteur. En tous les cas, une chose est sûre, la dotation de l'État sera inférieure de 3% à celle de l'année passée. Voilà. Alors,
Un débat relancé au Sénat, ici. Le droit de vote des étrangers aux élections locales. On a envie de vous entendre sur le sujet. Esther Benbassa, vous êtes une militante de ce droit que Nicolas Sarkozy qualifie de proposition hasardeuse. Il estime que ce droit de vote doit être en fait rester intimement lié à la nationalité française. Monsieur Sarkozy ne disait pas cela en 2000, puisque dans son livre qui s'appelle Libre, il parlait de ce droit de vote. Ensuite, il est revenu à plusieurs reprises, aussi bien dans ses interventions télévisuelles ou radiophoniques. Donc, c'est actuellement, bien sûr, il revient sur cette... Il a évolué et il dit aujourd'hui que cela risque de diviser les Français. À l'époque, il n'avait pas peur de diviser les Français. Aujourd'hui, c'est encore un de ses discours électoralistes pour draguer dans le sens du FN. Et je trouve tout à fait préjudiciable que ce droit qui revient aussi à nos citoyens résidents, parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution de la nationalité. Nous avons la nationalité et la citoyenneté, un citoyen résident qui paye ses impôts, qui contribue à la marche de l'économie, qui envoie ses enfants à l'école, a bien le droit de ne pas être discriminé par rapport aux citoyens européens, puisqu'on a reconnu constitutionnellement qu'il y a une citoyenneté européenne, puisque les Européens communautaires peuvent voter dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, qui répond? Jean Bizet. Écoutez, moi je suis satisfait de l'évolution du chef de l'État. Vous avez eu la même vous-même? Absolument. Ah oui? Absolument. Vous étiez pour, vous êtes devenu contre? Absolument. Non, pas au même moment, mais au fil du temps, parce que j'ai vu que ce n'était pas un motif d'intégration, d'une part, et deuxièmement, il y a un problème de réciprocité. Regardez ce qui se passe dans les autres pays, il n'y a pas, si vous voulez, cette demande, si vous voulez. Donc moi j'estime que lier le droit de vote à la nationalité correspond à beaucoup de rationalité. Est-ce que vous y voyez un risque de communautarisme dans certaines villes? Absolument, absolument. Et on voit, si vous voulez, ce qui se passe, même au-delà je dirais, des sensibilités politiques. Quand on discute hors hémicycle entre collègues, de droite comme de gauche, eh bien, c'est quelque chose qui est quand même clivant. On sait très bien que ce n'est pas aisé. Votre analyse sur Sarkozy dans les couloirs est aussi différente. Je voudrais aussi, sans entrer... Non, mais celle des collègues UMP. Alors, Madame de Sailly veut réagir, on l'a pas entendu sur le sujet. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Et puis Monsieur Todeschini. Moi, j'ai toujours pensé que la citoyenneté, c'est pas une citoyenneté en kit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est liée, pour moi, à la nationalité, qui suppose à la fois des droits et des devoirs. Et voter une élection et pas voter une autre, moi, ça me dérange. De la même manière, voter pour une élection locale sans pouvoir prétendre à être un de ces élus qui recueille le scrutin les votes de ses concitoyens me dérange. Je trouve que l'un va avec l'autre. Voilà pourquoi moi je plaide pour une citoyenneté pleine et entière qui est liée à une réflexion sur les conditions de la naturalisation qui parfois prend peut-être du temps, vous êtes trop sur la de ligne temps. Du chef de l'État. Moi, de toute façon, je n'ai pas bougé parce que c'est toujours ce que j'ai pensé. Je ne me positionne pas par rapport à la droite, par rapport à la gauche, je me positionne par rapport à mes convictions profondes. Très bien. Monsieur Todeschini. Oui, moi je partage tout à fait l'analyse de ma collègue d'Europe Écologie Les Verts sur la volte-face du président de la République. Je ne reviendrai pas, on est habitué. Moi je suis élu président de la communauté de communes de Gandrange, vous savez. Oui. Donc je connais ces volte-face et ce qu'ils peuvent dire un jour et le contraire le lendemain. Moi je constate tout simplement qu'il est en train d'essayer de reconquérir les voix qui sont parties au Front National. C'est tout simplement, il s'agit de cela. Comme il a un échec total sur la sécurité, il ne peut pas refaire le coup de la sécurité. Donc il déporte maintenant, il se renie sur ce qu'il a dit lui, sur le vote sur les étrangers. Moi, j'ai jamais rien dit. Donc j'écoute ce que dit ma collègue, j'écoute ce qu'a dit ma collègue de droite, et je crois qu'il faut que les Français, des responsables en tout cas, en trouvent la voie du bon sens. Il y a certainement des règles à encadrer ce vote, mais on a certainement à y réfléchir, et non pas à faire des coups en permanence. Faut pas mettre en place les machines à rêver non plus. Oui, mais 59%, voilà. C'est pas un rêve, madame. Oui, nous sommes très responsables. C'est pour ça que nous voulons une France qui ne discrimine pas, oui,
et ces citoyens résidents qui vont voter ne pencheront pas vers le communautarisme. À ce moment-là, les Juifs de France qui sont français, certains depuis la nuit des temps, ils ne votent pas pour des Juifs, ni les musulmans français ne votent pas pour des musulmans. Là, c'est encore un épouvantail que M. Sarkozy nous présente depuis des mois. Voilà, si on fait le vote, ça sera l'islamisme en France, etc. Puis écoutez, en plus la réciprocité, vous me faites rire, la réciprocité. Alors si les pays, certains pays ne sont pas démocratiques, nous, le pays de la Révolution, nous n'allons pas nous mettre sur la non-démocratie. La réciprocité, bon, quand on parle de la réciprocité des étrangers de l'Union européenne qui votent, c'est une réciprocité qui est normale puisque ils font partie de l'Union européenne. Mais demander la réciprocité à un Marocain qui est en France et au Maroc, les votes sont pipés, etc., on ne va pas faire la même chose. Pas, ma chère collègue, on verra référence. Ça demain. On verra ça demain. Le contrôle, c'est en place au Maroc. Je ne faisais pas référence à ces pays-là, mais regardez aux États-Unis, qui est quand même un très grand pays démocratique, eh bien, il ne vient pas à l'idée d'un ressortissant qui vit sur ce territoire, de demander, sans qu'il ait la nationalité, de prendre part au vote. Personne ne vient dans la rue en France pour demander le droit de vote. Hein. Non, pas encore. Là, je vous rassure. C'est tout simplement une avancée qui est proposée. Moi, j'aurais rajouté une chose, mais certainement des éléments de langage depuis le discours hier devant les maires à l'Élysée vont fuser. Et que donc, on va avoir... Qu'est-ce que vous voulez rajouter alors ? J'aurais rajouté tout simplement. Moi, je suis fils d'un immigré italien qui est décédé il y a peu de temps, qui était quasiment illettré, d'accord, qui est resté italien, puisqu'on ne lui a pas donné à un certain moment la nationalité. Mais moi, je suis le pur produit de l'école républicaine. Et la France, l'école républicaine m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Attaché à la nationalité. J'espère que ce débat ne va pas cliver et diviser et que le président de la République ne cherche pas à le faire pour gagner les élections. C'est vous qui remettez en place ce débat. D'ailleurs, 59% des Français, d'après l'enquête Harris, 59% des Français sont d'accord. Et monsieur, il y a quand même 7 pays européens qui donnent l'éligibilité et le droit de voter, et 5 autres qui donnent le droit de vote et pas l'éligibilité. Alors, c'était la question du nouvelobs.com, qui est le partenaire du 19h. Est-ce que vous êtes favorable à ce droit de vote donc des étrangers extra-communautaires, comme on dit, aux élections locales? Vous avez répondu oui à 55%, non à 41%. Dernier tour de table, très rapide, Jean Bizet. Le mini-sommet de Strasbourg, avec la participation de Mario Monti, semble avoir déçu aujourd'hui. On n'arrive pas manifestement à se mettre d'accord, Paris et Berlin, sur le rôle accru de la Banque centrale pour sauver les dettes souveraines. Écoutez, moi ça ne m'a pas déçu parce que je n'attendais pas une décision de cette importance aussi rapidement. Ce que j'ai pu constater, c'est une communication à 3 voix, avec la 3e voix qui est celle d'un ancien commissaire européen, et pas n'importe lequel, au travers de M. Monti, tant qu'à l'évolution, je dirais, en matière d'une nouvelle architecture de la Banque centrale européenne, moi j'en avais fait la demande au travers d'un rapport il y a 6 ans, elle viendra un jour. Mais je pense qu'après que nous aurons parfait notre engagement en matière de gouvernance économique de la zone euro. Madame Morin-Desailly, vous attendiez plus de ce mini-sommet? Les centristes ont toujours plaidé, je tiens à le rappeler, pour un fédéralisme européen. Et depuis longue date, c'est devenu maintenant à la mode ces derniers temps, mais cela fait longtemps qu'on en parle. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du 19h. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Pile et Face. Bonsoir. Le 25 janvier dernier, Nicolas Sarkozy s'exprime après la disparition tragique de la jeune Laetitia. Un drame qui bouleverse l'opinion, d'autant plus que le principal suspect, Tony Meillon, a déjà été condamné une 15aine de fois. Immédiatement, Nicolas Sarkozy interpelle sa majorité et lui demande de nouvelles mesures pour lutter contre la récidive. L'arsenal législatif est-il suffisant? La justice dispose-t-elle de moyens adaptés? Les reporters de Public Sénat ont enquêté.
Retour sur la récidive, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.